récif est toujours foisonnant de vie, éclatant de couleurs. Le ballet des poissons est incessant. Petits et gros tourbillonnent dans un décor de rêve. Tout s'organise autour de la structure corallienne. À certains endroits, c'est une succession de creux et de bosses. Il y a comme des accès, des ouvertures dans le récif. Des entrées aux jolies découpes laissent entrevoir la structure interne. À faible profondeur, ces premiers espaces ressemblent à de longs couloirs étroits, où le sable de corail blanc renvoie les rayons du soleil qui ont réussi à s'infiltrer. Ces lieux ne ressemblent en rien aux failles plus profondes, là où la luminosité est plus faible. Certaines cavités sont de véritables grottes sous-marines, des endroits obscurs qui ne laissent personne indifférent. Ces endroits, très particuliers, attirent notre curiosité. Et un voyage au cœur du récif est une véritable aventure. On sait qu'il existe une faune et une flore spécifiques aux grottes. Mais qu'en est-il dans les failles moins profondes? Quelle vie y rencontre-t-on? Existe-t-il des animaux particuliers? En fonction des différents types de cavités, les espèces rencontrées ne sont pas les mêmes. Par exemple, les vivaneaux et les rougets sont des poissons nocturnes qui, le jour, préfèrent rester tranquillement dans l'obscurité des failles. Dès la nuit tombée, ils se dispersent pour chasser petits poissons et crustacés. Ils se sont installés dans un endroit stratégique. Cette faille, proche de l'extérieur du récif et donc de leur zone de chasse, constitue un camp de base idéal. Comme souvent dans la vie marine, certains animaux se font passer pour des végétaux. C'est le cas des gorgones et des hydrozoaires. Ils appartiennent à la famille des cnidaires, celle des méduses, et possèdent tous des cellules urticantes. Accrochés au plafond, comme d'immenses toiles d'araignée, les gorgones et les hydrozoaires renforcent le climat mystérieux de ces endroits. C'est un monde feutré et délicat qu'on n'imaginait pas si varié. Pour comprendre la formation de ces cavités, il faut s'intéresser à la structure du récif corallien. Le récif est constitué de corail qui pousse là où il trouve un support stable, un rocher ou une pierre par exemple. Une fois installé, le corail en attire d'autres qui n'hésitent pas à se fixer à proximité. À la base du récif, le corail mort sert de support aux algues et aux éponges qui le consolident. Dans cette colonisation anarchique, il n'est pas étonnant que le récif soit truffé de galeries sous-marines. Plus en profondeur, le cœur du récif est traversé par des failles, des galeries et des grottes toutes très différentes et toujours uniques.
Certaines, à la forme basse et arrondie, font penser à de petites chapelles, alors que d'autres plus larges et beaucoup plus hautes font penser à des cathédrales. Les galeries les plus profondes s'apparentent à de véritables grottes sous-marines. En général, on les détecte à partir d'un surplomb qui dissimule une entrée secrète. On y pénètre avec prudence, car dans l'imaginaire, ces grottes sont souvent peuplées de monstres marins. Même si on n'y croit pas vraiment, il persiste néanmoins une certaine crainte. Des poissons soldats gardent l'entrée d'une cavité et reculent à notre approche. Ces crevasses sont leur territoire. Avec leurs grands yeux adaptés à l'obscurité, les poissons soldats recherchent le jour les endroits sombres qu'ils occupent en troupes compactes de plusieurs dizaines d'individus. Selon certains, leur nom provient du fait qu'on les trouve toujours à l'entrée des cavités, tels des gardiens. D'autres mentionnent les fortes épines qui hérissent leur dos et leur donnent l'apparence d'être armés comme des soldats. Les poissons soldats partagent ce territoire avec d'autres, plus timides, mais au nom guerrier tout aussi évocateur, les poissons hachette. Ils se déplacent toujours en bancs très importants, quittent leur abri la nuit et se dispersent en pleine eau pour se nourrir de zooplancton. Sans éclairage, on voit par intermittence leurs reflets bronze et argent qui luisent dans le noir. L'obscurité est d'ailleurs révélatrice d'une autre vie insoupçonnée. On éteint les lampes. Il faut attendre que nos yeux s'habituent au noir. Tout à coup, de petites lumières fugaces se déplacent de plus en plus nombreuses devant nos yeux émerveillés. Surtout, ne plus bouger, pour ne pas les faire fuir trop vite. Ce sont des poissons phares, des anomalopidés, c'est-à-dire des poissons qui possèdent un organe lumineux sous chaque œil. C'est une poche remplie de bactéries luminescentes que le poisson peut découvrir et recouvrir 50 fois par minute. À l'aide d'une petite lampe, on réussit à en apercevoir un. D'un tempérament très craintif, il disparaît de manière quasi instantanée. On rallume les lampes. Une épaisse couche de sédiments recouvre les parois. On a l'impression d'être dans un espace cotonneux et feutré, dans un paysage lunaire parsemé de découpes géométriques noires qui correspondent en réalité à des fissures plus ou moins importantes. On ne voit rien d'autre qu'un paysage minéral. En s'approchant, ce qui ressemblait à une couche de poussière se révèle être un tapis d'algues très coloré. Comment la couleur a pu s'installer là où il n'y a pas de lumière? En fait, ces plantes vivent grâce à la chimiosynthèse, c'est-à-dire qu'elles tirent leur énergie des composés organiques ou minéraux, et non pas de la lumière, comme dans la photosynthèse.
cœur du récif est un univers de creux et de bosses, de coins et de recoins, avec ses labyrinthes déserts, ses dédales de coraux, ses surplombs, failles, galeries et grottes qui alimentent des angoisses ancestrales, des mythes fous et des mystères toujours renouvelés. En réalité, l'esprit curieux sera ébloui par ce monde des ténèbres.